à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci où je vais vous parler des édulcorants, de leurs conséquences sur le métabolisme et plus précisément de leurs conséquences sur le microbiote. Donc pour faire cette vidéo, je me suis appuyé en fait sur une revue scientifique qui est en fait un rassemblement de plusieurs articles et ils ont décidé de se concentrer sur les édulcorants les plus souvent retrouvés comme l'aspartame, la saccharine, le sucralose, le néotame et d'autres édulcorants qui sont un peu plus à la marge. Donc moi, je vais rester sur les plus classiques que je viens de vous citer. Par rapport à ces édulcorants, déjà, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, on les retrouve donc dans tous les produits dits ultra transformés. Donc, vous allez les retrouver dans tout ce qui est bonbons, confiseries, produits de boulangerie industrielle, donc les croissants, les gâteaux, des choses comme ça. Vous les retrouvez également dans de nombreux produits laitiers. Et du coup, en fait, dans la revue, tout de suite, ils ont listé les différents comment dire, effets secondaires que vous pouvez avoir du coup par rapport à ces différents édulcorants. Donc, par exemple, on retrouve entre autres donc, des effets de neurotoxicité qui ont été démontrés chez des animaux pour l'aspartame, avec un risque d'hyperinsulinémie, donc c'est-à-dire une résistance à l'insuline qui pourrait donc apparaître. Pour le sucralose, ça a été démontré qu'il y avait une altération de la flore intestinale, c'est-à-dire avec un déséquilibre des populations microbiennes et qui pourrait donc éventuellement mener à une dysbiose. Comme vous le savez, du coup, la flore intestinale, je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, elle participe vraiment en fait à tout notre métabolisme, à la gestion des lipides. Elle va nous aider également sur le métabolisme des sucres. Et donc, du coup, si vous avez une altération de la flore intestinale, bah, du coup, vous allez avoir d'énormes conséquences au niveau de votre métabolisme général. Et donc, le sucralose a été démontré pour impacter de manière assez négative tous les processus hormonodépendants, comme avec la production d'insuline. Même constat pour la saccharine avec une altération de la flore intestinale et également des études qui ont démontré que la saccharine pouvait être à l'origine de développement de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc c'est ce qu'on appelle en abrégé les MICI. Pour l'acésulfame K, qu'on retrouve dans beaucoup de sodas comme les Schweppes et d'autres marques, ça a été montré en fait que ça avait une perturbation également métabolique avec un risque de cancer. Par contre, ça a été démontré que l'acésulfame K, donc acésulfame K, pardon, je l'ai pas dit, mais le K c'est pour potassium, ça montre un risque de génotoxicité sur le microbiote, c'est-à-dire que ça va encore une fois impacter votre microbiote. Et ça va même provoquer des mutations au niveau des génomes de vos bonnes bactéries, ce qui peut avoir des conséquences assez fâcheuses. Dernier édulcorant que je voulais un peu développer, donc qui est un peu moins connu, c'est ce qu'on appelle le néotame. Donc le néotame, vous le retrouvez essentiellement dans les produits laitiers ou les produits boulangers industriels. Et par rapport au néotame, en fait, la revue, elle montre qu'il y a eu des risques de lésions hépatiques qui ont été identifiés dus à des excès alimentaires et des fluctuations de poids. Donc ça, en fait, c'est, si vous voulez, les effets secondaires un petit peu édulcorant par édulcorant. Par contre, si on reprend en fait une vision d'ensemble et ce qui est développé dans cette revue scientifique, c'est que d'une manière générale, on peut dire du coup que les édulcorants ont de nombreux effets indésirables, surtout pendant la grossesse par exemple. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et que contrairement à ce qui a été longtemps enseigné dans les filières de diététique, de nutrition, les édulcorants, en fait, ils vont poser des problèmes sur la gestion de poids et sur la glycémie. Donc, ce qui était à la base un miracle, c'est-à-dire de pouvoir manger des choses sucrées sans aucune conséquence, sans prise de poids, sans calories, aujourd'hui, il est en train de complètement s'effondrer parce que les effets secondaires sont tellement euh, négatifs par rapport aux bénéfices qu'on pourrait en retirer que, du coup, ça n'a vraiment pas un grand intérêt de manger des édulcorants. Si on se reconcentre en fait sur l'impact, on va dire global sur notre microbiote, en fait, les édulcorants, de plus en plus d'études convergent pour dire que du coup, ça va déséquilibrer la constitution de notre microbiote.
Donc en fait, notre microbiote, il est composé dans des proportions plus ou moins variables selon les individus de, on va dire, de famille bactérienne ou de genre bactérien, si on parle vraiment en taxonomie précise. Et par contre, les études sont assez unanimes pour dire que voilà, il y a des déstabilisations de ce microbiote parce que on va du coup soit favoriser celles qui sont pas hyper bénéfiques pour notre corps, et soit on va diminuer celles qui sont plutôt bénéfiques pour notre corps. Donc, au-delà du fait que votre microbiote va changer en termes de composition d'espèces bactériennes, l'autre conséquence un peu plus moléculaire, c'est qu'en fait, la flore intestinale, elle est connue pour produire ce qu'on appelle des AGCC, donc des acides gras à courte chaîne qui vont justement favoriser la digestion. Et donc, le fait de perdre certaines bactéries, vous allez perdre entre autres celles qui produisent ces acides gras à courte chaîne. Et du coup, ça explique pourquoi, du coup, les édulcorants, ils vont impacter négativement également votre digestion, vraiment d'un point de vue même ressenti physiologique, avec cette sensation d'être lourd, cette sensation d'être ballonné, par exemple. Donc, en ce qui concerne un microbiote sain, normalement, son rôle, c'est de vous aider à la digestion, de vous aider à produire certaines vitamines. Alors, attention, le microbiote ne produit pas suffisamment de vitamines pour que ce soit suffisant pour votre organisme. Il vous soutient, mais vous devez également en apporter de manière exogène, donc par l'alimentation ou par supplémentation. Il va vous aider donc du coup dans tout ce qui est défense immunitaire. Il vous aide dans la régulation des métabolismes des glucides. De manière très concrète, c'est lui qui digère les fibres alimentaires que vous retrouvez dans les nombreux végétaux, sans quoi vous ne pourriez pas le digérer, ça vous provoquerait des gros maux de ventre. Et ils produisent également des métabolites inflammatoires. Pour ceux que ça intéresse, du coup, les espèces bactériennes qui sont importantes dans le microbiote, vous avez donc ce qu'on appelle des phylums. Donc là, c'est des méga regroupements bactériens où vous avez plusieurs familles dedans. Donc vous avez les Bacteroidota et les Firmicutes qui doivent représenter grosso modo 90% de votre flore microbienne. Mais les espèces qui sont plus minoritaires, elles sont très très importantes. Par exemple, vous avez les Bifidobacterium qui vont vraiment beaucoup vous aider dans la digestion de votre bol alimentaire. Vous avez une bactérie qui s'appelle Akkermansia muciniphylla qui va être justement impliquée dans la protection de votre intestin, qui va justement vous aider à produire du mucus pour avoir une certaine imperméabilité au niveau de votre intestin et éviter que n'importe quelle molécule puisse passer à travers votre intestin et se retrouver dans le sang pour provoquer de l'inflammation. Vous avez également Faecalibacterium prausnitzii, qui est hyper importante dans la gestion de votre métabolisme. Et donc, c'est pour ça que ces trois bactéries, par exemple, selon les statistiques, on a des taux qui sont entre 1 ou 5% pour ces bactéries. Et quand en fait votre microbiote va rentrer donc en dysbiose ou en déséquilibre, ces bactéries en fait elles sont très souvent fortement diminuées, voire elles tombent des fois même autour de zéro. Et du coup, ça va expliquer plein de troubles que vous allez avoir, donc une inflammation, des colites, des coliques, même de la constipation, des sensations de ballonnement, des choses comme ça. Donc, en ce qui concerne le microbiote, quand il est en dysbiose, donc qu'est-ce qu'il va se passer? Le plus évident, bah, c'est que du coup, vous allez avoir des troubles digestifs. Vous allez passer sur ce qu'on appelle une inflammation systémique, c'est-à-dire que bah, vous êtes en inflammation sur tout votre corps, qui peut se traduire par des douleurs articulaires, même à l'autre bout de votre intestin, hein, dans les poignets, dans les chevilles, des choses comme ça. Un dysfonctionnement métabolique, un système immunitaire défaillant. Donc, c'est pareil pour ceux qui sont intéressés pour les espèces bactériennes retrouvées. Là, cette fois-ci, vous retrouvez toujours les Bacteroidota et les Firmicutes dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le microbiote physiologique. Par contre, en fait, on a un ratio qui est un peu standard, enfin, pas qui est standard, mais qui doit être équilibré plutôt. Et bien, quand votre microbiote rentre en dysbiose, en fait, vous avez vraiment un déséquilibre, pardon, de ce ratio. Vous allez avoir l'augmentation d'un groupe de bactéries qu'on appelle donc les protéobactéries, qui ont été renommées il y a peu de temps et que vous pourrez retrouver. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller dans le détail sur le travail du microbiote. Les Pseudomonata, où vous allez avoir en fait une augmentation de ces bactéries. Donc, dans ces bactéries, vous allez retrouver par exemple des Escherichia coli, vous allez retrouver des Klebsiella.
Et en fait, c'est des bactéries aussi qui sont connues pour favoriser ce qu'on appelle des infections nosocomiales, donc ce qui pourrait expliquer du coup que vous ayez une inflammation généralisée au niveau de votre intestin. Vous avez également une augmentation d'une bactérie qui s'appelle Fusobacterium nucleatum. Donc ça, c'est une bactérie, par exemple, aussi qui est très favorisée par ceux qui vont consommer en excès de la charcuterie industrielle, voire vraiment trop de viande. Et donc, du coup, vous allez la développer beaucoup plus fortement parce que vous lui donnez en fait des nutriments que cette bactérie adore. Et en fait, cette bactérie, elle est vraiment associée à une augmentation inflammatoire de votre organisme. Vous avez par exemple des diminutions donc de la Akkermansia mucinifila ou de Faecalibacterium prausnitzii. Donc du coup, le fait qu'elle diminue, bah, vous allez avoir justement des syndromes d'intestin poreux, des choses comme ça. Donc au niveau des conséquences physiopathologiques, en résumé, vous allez avoir donc une dysbiose, une immunité altérée, des inflammations chroniques, plein de mycies, comme des rectocolites, voire une maladie de Crohn, de l'obésité et le développement d'un diabète de type 2. Donc, c'est là en fait où cette étude elle était intéressante, c'est que votre diabète de type 2 et votre obésité, elle montre bien l'étude que ça peut être provoqué par les édulcorants ou par la dysbiose, le fait que votre microbiote devient pathologique. Mais on peut séparer, si vous voulez, ces deux concepts physiologiques. Mais en fait, les édulcorants impactent le microbiote. Et vu qu'ils régulent les mêmes fonctions, bah, vous avez une chaîne de conséquences négatives qui fait que du coup, euh, tout va favoriser justement de l'obésité, un diabète de type 2 et de l'inflammation chronique. Donc, c'est pour ça, en ce moment, on est vraiment dans l'ère du microbiote, c'est-à-dire qu'on voit énormément de conseils. Il y a beaucoup de thérapeutes qui se mettent sur le sujet, qui se disent experts. Avant de payer des fortunes pour aller travailler sur votre microbiote, encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place qui coûtent pas cher, qui vont venir du coup justement au niveau de l'alimentation pour déjà améliorer en fait votre hygiène de vie générale. Donc c'est pour ça, là c'est un petit aparté à la santé, c'était pas le but de cette vidéo, mais méfiez-vous en fait des promesses au niveau des compléments alimentaires ou des thérapeutiques qui vous disent que ça va vous régler votre microbiote. Le remettre nickel, alors que quelque part, des fois, vous avez juste en fait à regarder votre alimentation, voir s'il y a des aliments qui vous causent des troubles. D'autres études ont été réalisées, dont une qui a été très intéressante, qui s'est concentrée cette fois-ci sur la saccharine et le sucralose. Donc cette étude, en fait, elle a montré que une consommation excessive et prolongée de ces désédulcorants pouvait du coup induire une dysbiose. Donc la dysbiose, c'est, je vous rappelle, un déséquilibre en fait de votre composition de votre microbiote intestinal. Cette dysbiose, elle a entraîné une réduction de la production des acides gras à chaîne courte, donc les fameux AGCC qui vous aident normalement au niveau de votre métabolisme et à votre digestion. Cette diminution de production d'AGCC a engendré une altération du métabolisme énergétique et une altération également de la fonction de la barrière intestinale, avec justement le passage de bactéries qui peuvent induire un peu plus d'inflammation. Cette altération du métabolisme énergétique, elle s'est traduite par du coup une réduction des dépenses énergétiques, c'est-à-dire que vous consommez moins d'énergie que ce que vous en apportez. Donc, quelles sont les conséquences? Bah, vous allez devoir stocker. Ça, c'est, je vous renvoie sur la vidéo sur le foie qui a un rôle dans le métabolisme énergétique. Ce qui a introduit comme conséquence une forte prise de poids, pouvant aller jusqu'à l'obésité. Cette prise de poids et obésité ont été associées également à de l'inflammation. Donc, en fait, cette inflammation a engendré en fait des conséquences sur deux hormones, la GLP-1 et l'hormone PY, qui est en fait la peptide tyrosine, qui sont normalement en fait deux hormones qui vont réguler la sensation de satiété. Donc, en fait, pour résumer, ces édulcorants, qu'est-ce qui se passe? Ils ont diminué la sensation de satiété, ce qui fait que vous avez beaucoup plus faim. Donc, vous allez plus manger les produits qui ont ces édulcorants. Le problème, c'est que vu que vous produisez moins d'énergie, enfin, vous êtes moins capable de faire de la dépense énergétique, bah, vous allez avoir en plus un surstockage de ce que normalement vous auriez dû utiliser comme de l'énergie. Et donc, du coup, ça a montré que ces édulcorants qui, à la base, étaient conçus
pour aider les personnes à ne pas prendre de poids, bah, au contraire, vont favoriser une prise de poids et de l'obésité. Enfin, une dernière étude que j'ai trouvée très intéressante, c'est une étude cohorte. Donc, une étude cohorte, c'est en fait une étude qui va vraiment rassembler beaucoup de groupes tests. Ça peut être justement des combinaisons de plusieurs études. Et en fait, ils ont testé quatre édulcorants. Ils ont testé donc l'aspartame, la saccharine, le sucralose, pardon, et la stevia. Donc l'étude, elle a travaillé sur des patients sur une période de 4 à 7 ans. Donc c'est quand même hyper intéressant comme étude parce que là, on a vraiment une étude qui est prolongée dans le temps, ce qui est quand même assez rare parce que c'est quand même très compliqué à faire. Il faut vraiment suivre les gens, ça demande du temps, ça demande quand même un gros budget pour les personnes qui font ce genre d'études. Et par rapport à ces édulcorants, donc ils ont vu qu'il y avait une corrélation assez forte entre une consommation élevée d'aspartame et du coup le développement de l'obésité. Donc il y a vraiment un lien fort sur le fait de devenir obèse et sur le fait de consommer de l'aspartame de manière prolongée dans le temps. Cette corrélation, en plus, dans l'étude, elle a été vérifiée pour tout groupe d'âge et pour toute catégorie d'IMC. En ce qui concerne le sucralose et la saccharine, il y a également une association positive qui a été démontrée, mais moins prononcée pour l'obésité qu'avec l'aspartame. Donc, sur le développement de l'obésité, on pourrait être, comment dire, nuancé en disant, voilà, le sucralose et la saccharine, c'est mieux que l'aspartame pour éviter de l'obésité. Mais comme je vous ai dit en intro de vidéo, bah, du coup, le sucralose et la saccharine, ils ont quand même des conséquences assez négatives pour le corps. En revanche, la stevia, par contre, a été démontrée pour ne pas avoir de lien avec un développement possible de l'obésité. Donc, la stevia pourrait être un édulcorant plus intéressant, mais comme tout édulcorant, il va y avoir une contrepartie. La stevia est un édulcorant naturel, mais du coup, c'est un édulcorant qui n'est pas à calories, à faible calorie. Donc, c'est un édulcorant qu'il faudra prendre, par exemple, dans votre compte de calories si jamais vous voulez vous en servir comme alternative au sucre. Alors, c'est vrai que par rapport à ce genre d'études, il faut prendre en compte d'autres facteurs parce que là, en fait, on est sur des études qui regardent vraiment juste la consommation d'édulcorants, mais il faut regarder aussi toute l'alimentation. Est-ce qu'elle est riche en fibres? Est-ce qu'il y a suffisamment de micronutriments qui sont apportés? On peut regarder aussi les niveaux d'activité physique. Donc, c'est des études des fois qui se font un peu critiquer par les personnes qui veulent vendre ben, leur bout de pain, hein. C'est-à-dire que toute l'industrie qui veut vendre ces édulcorants, ils vont vous dire que c'est des études qui sont à charge, qui sont pas suffisamment empiriques, qui sont trop ciblées. Mais de toute façon, toutes les études qu'on fait sur ce type de cas, donc qui vont toucher de la diététique, de la nutrition, c'est impossible de prendre en compte tous les facteurs. Donc moi, je reste quand même persuadé que les édulcorants, c'est vraiment quelque chose d'assez nocif. Et je pense qu'on a vendu du rêve aux gens en leur disant, ah, bah, t'as des problèmes de glycémie, t'es en surpoids, bah, c'est pas grave, tu vas pouvoir manger quand même sucré grâce à des édulcorants. Il y a en fait, une vraie rééducation alimentaire à faire. Et il y a un vrai problème aussi de dépendance au sucre, ou du moins à la saveur sucrée, qui est en train de gangréner toutes nos sociétés. Donc, en fait, c'est surtout sur ce genre de point-là qu'il, pour moi, il faudrait agir. Pour finir, il y a une dernière étude que je voulais vous présenter, donc qui arrive à la fin de la revue, et là qui est en fait une étude qui est assez triste au niveau de ses conséquences. C'est qu'ils ont fait pas une étude cohorte donc sur 3033 mères, et en fait, ça a aperçu que la consommation quotidienne de boissons artificiellement sucrées pendant la grossesse était associée à une multiplication par deux que leurs nourrissons soient en surpoids à l'âge d'un an. Donc là, en fait, ça explique pourquoi on a de plus en plus d'enfants en bas âge qui sont en surpoids, voire obèses. Et voilà, je trouve ça triste parce que ça fait mal au cœur, parce que c'est des enfants où au final, ils n'ont pas demandé à être comme ça, et avec du coup tous les risques physiopathologiques qui vont pouvoir du coup dériver derrière. Si jamais en fait il n'y a pas une prise en charge qui est faite de manière assez précoce sur ces enfants. On va avoir des problèmes cardiovasculaires qui vont arriver très vite, des problèmes peut-être de croissance, des problèmes aussi au niveau de l'attention, parce que là on a une explosion du TDAH.
C'est pareil, ça fera l'objet, je pense, d'une autre vidéo. En fait, on sait maintenant qu'il y a énormément d'additifs alimentaires qui sont associés à des risques croissants de TDAH. Donc, pour finir cette vidéo, je vais vous présenter en fait différents arbres un peu de synthèse que j'ai fait du coup sur ce sujet. Donc, le premier, c'est quoi? C'est vraiment le lien direct d'impact entre la consommation d'édulcorants et l'altération de la composition du microbiote intestinal. Donc, de manière très, très, très résumée, on a en fait une augmentation des bactéries pro-inflammatoires comme les protéobactéries et Escherichia coli, une diminution de bactéries plus bénéfiques comme Lactobacillus. Donc, tout ça, ça va engendrer une dysbiose, du coup, un changement de la nature du mucus de l'intestin, donc qui va être beaucoup plus perméable, ce qui va permettre l'entrée de toxines, voire même de pathogènes dans la circulation sanguine, donc ce qui pourrait conduire même à une septicémie, ce qui est quand même assez grave. Et de manière un peu plus modérée, du coup, ça va conduire à l'activation de voies inflammatoires comme la voie de signalisation NF-kappa B. Donc, pour ceux qui suivent des modules d'immunologie, la voie NF-kappa B est très intéressante quand vous êtes infecté par un agent pathogène. En revanche, elle l'est nettement moins quand vous n'êtes pas malade et que vous ne subissez pas une infection. Et par contre, ça va contribuer à de l'infection, pardon, à de l'inflammation et donc vous provoquer potentiellement des douleurs. Et enfin, un dernier du coup schéma que je vous ai fait, qui pareil va essayer un peu de tout rassembler. Donc là, moi j'ai fait quelque chose d'assez linéaire, mais en fait, quand on tire un peu une ficelle de schéma, il y a un peu tout qui vient avec parce que tout est lié, hein. Je veux dire, notre organisme il est parfaitement interconnecté. Donc, si on devait résumer un peu cette vidéo avec donc cette revue et les différents articles scientifiques qui ont été du coup mentionnés dans cette revue, c'est que du coup la consommation d'édulcorants artificiels va engendrer du coup une altération de votre microbiote intestinal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la dysbiose. Les conséquences du coup physiologiques au niveau donc de l'intestin, au niveau du pancréas, vous allez avoir une réduction des acides gras à chaîne courte. Vous allez avoir également une réduction de la sensibilité à l'insuline, donc c'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Du coup, vous allez avoir un métabolisme du glucose qui va être totalement perturbé. Vous allez avoir donc une intolérance au glucose et vous allez donc favoriser le développement d'un diabète de type 2. Au niveau microbien, les bactéries, si vous voulez, qui sont favorisées en dysbiose, donc je vous ai dit, c'était des bactéries qui ont tendance à devenir pathogènes, qui vont en fait avoir une molécule qu'on appelle le LPS, donc le complexe lipopolysaccharidique, qui va générer une inflammation systémique, qui va se traduire par diverses douleurs inflammatoires dans différentes parties de votre corps. Vous allez avoir une altération du coup de la signalisation dépendante de l'insuline, un métabolisme du glucose altéré, et donc tout ça va avoir de nombreuses conséquences physiopathologiques, comme du coup de l'obésité, comme des maladies inflammatoires plus ou moins sévères. Donc, un autre point qui n'est pas développé dans cette étude, ça va être également une altération de tous les processus en fait liés au système nerveux donc central et périphérique parce que comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, ce microbiote est hyper important également pour la production de neurotransmetteurs, la régulation de dopamine, des choses et d'autres processus physiologiques de ce type. Donc, merci à tous pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. C'est vrai que la dernière fois, j'ai eu par exemple deux, trois commentaires sur une vidéo, ça m'a tout de suite permis d'avoir un peu plus de visibilité et du coup, c'est hyper important parce que voilà, ce type de vidéo, ça me prend quand même pas mal de temps à faire, le temps de lire les études, de faire les schémas, de tourner la vidéo, de faire le montage vidéo, même si je suis pas du tout un expert, loin de là. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir, c'est gratuit pour vous, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.